Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans filtre. Notre invité d'aujourd'hui a publié son premier roman à 37 ans. Il est devenu écrivain relativement sur le tard, mais il suffisait d'une étincelle, de cette première étincelle, celle du livre Un Marocain à New York, pour allumer ce feu, cette fièvre qui l'anime encore aujourd'hui, qui est allée crescendo au fil des années. La fièvre, le besoin d'écrire, l'envie et peut-être aussi le devoir de donner une autre vision du monde, une alternative, comme il dit, à ce déferlement d'images et de mots qui nous assaillent à longueur de journée et de nuit. Des bennes d'images qu'on déverse sur nous, qui nous submergent et qui banalisent tout, à commencer par l'horreur, et qui finiront, si ce n'est pas déjà fait, par saturer nos consciences, par nous insensibiliser face à tout. Les romans écrits ou expositions de notre invité, souvent inspirés de l'actualité, de ces drames, de ces guerres, des mouvements sociaux, sont autant de tentatives de rafraîchir notre regard face à la normalisation de notre rapport au drame et à l'horreur. Aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes sans filtre, mais les yeux grands ouverts, avec un regard aussi neuf et vierge que possible, avec Youssef Amin El-Alami, auteur à succès de plusieurs livres, dont 9 romans, traduits pour la plupart en arabe, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en grec et en néerlandais. Lauréat du prix Grand Atlas en 2001 et du prix Le Plaisir de lire qu'il a obtenu pour son roman Les Clandestins, ainsi que du prix Orange Afrique pour son roman C'est beau la guerre. Youssef Alami a également reçu en 1999 déjà le prix du meilleur récit de voyage décerné par le British Council International pour ses écrits en anglais. Titulaire d'un doctorat d'État en communication, notre invité est par ailleurs professeur, enseignant, chercheur à l'université Ibn Tufayl de Kenitra, par devoir, une mission et pas un job. Bienvenue, Monsieur Alami. Merci. Bienvenue dans Sans filtre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et on va commencer par le commencement. Vous êtes né à l'Araïch, mais vous avez pas mal pérégriné au rythme des mutations de votre père pour son travail. L'Araïch, Bni Mellal, Meknas, c'était votre petite enfance. Et puis Rabat. Rabat que vous affectionnez particulièrement. Oui, absolument. Je suis à Rabat depuis l'âge de 6 ans, quand même. Oui. Voilà. Alors, c'était une enfance, en fait, vous êtes une enfance tranquille, une mère au foyer, c'est important, donc vous êtes resté avec votre maman jusqu'à l'âge de 6 ans. Et vous êtes le cadet d'une famille de 3 garçons, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Et puis votre scolarisation, c'est particulier, parce que vous avez fait la mission française, ce qu'on appelle la mission française, mais quand vous avez intégré la mission française en CP, vous aviez 6 ans et vous ne parliez pas français, ce qui n'est pas courant aujourd'hui. Tout à fait. Alors, déjà, avant de venir à Rabat, nous étions à Bni Mellal. Et donc, Bni Mellal, j'étais avec ma maman, mère au foyer, et je profitais... en fait, je devais m'occuper, puisque je n'allais pas à l'école. Et ça a été, à mon avis, une bénédiction pour moi. Parce que, justement, je me devais d'inventer des choses. Oui. Donc, j'inventais des personnages, j'utilisais les ustensiles, les cuillères, les fourchettes, etc. etc. et j'en faisais des personnages. C'était mon petit Ça a déjà développé votre imagination, déjà. Absolument. Donc, je crois que ça a été vraiment salutaire, le fait de ne pas être formaté dès l'âge de 3 ans. Voilà, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à partir de 2 ans, même avant. Hein. Ensuite, je me retrouve à l'école française, et en plus, c'était pas au début, c'était pas la rentrée scolaire, c'était 2 mois après la rentrée scolaire. Oui. Et l'école française à l'époque, avec une institutrice qui était évidemment française. La plupart des camarades de classe étaient aussi français. Et je connaissais peut-être... Vous étiez le petit nouveau qui parlait 3-4 mots, et je savais compter jusqu'à 10, quoi, mais je ne parlais pas le français. Vous avez fait toute votre scolarité à Rabat, jusqu'au baccalauréat, et même après, oui. Non, je veux dire dans le système français. Dans le système français. Et puis, bien sûr, vous étiez un féru de lecture, et puis un cinéphile invétéré. Absolument, absolument. Là, il y a beaucoup de cinéma, beaucoup. Et à cette période-là, vous n'écriviez pas, ou très peu,
Non. Non, pas du tout. Sauf les devoirs. Vous étiez bon en dissertation ou normal, même pas? Franchement, normal. Non. Normal. Vous allez faire un doctorat, on appelle doctorat 3e cycle, à l'époque, au Maroc. Oui. C'était littérature anglaise? Oui, bien sûr. J'ai travaillé sur la littérature érotique, donc D.H. Lawrence, Henry Miller, avec une approche stylistique. Et puis, 1991, un tournant, parce que vous obtenez une bourse, pas n'importe laquelle, une bourse Fulbright, et pour faire un travail de recherche sur le discours publicitaire. Là, c'est pas que vous bifurquez, mais bon, oui, parce que c'était la littérature, mais là, vous retrouvez la publicité, c'est l'université. Le discours et aussi l'imagerie publicitaire. L'imagerie. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur l'imagerie publicitaire et la représentation, notamment du corps féminin. Dans les magazines, ce qu'on appelle Women's Glasses, c'est-à-dire, on connaît ces magazines. Au Maroc, ce serait ces femmes du Maroc, citadines, etc. Et ailleurs, c'est Vogue et tout, et Cosmopolitan. Oui, parce qu'en parallèle, vous avez suivi justement une formation en conception, rédaction publicitaire au Fashion Institute and Technology et à la Parsons School, prestigieuse, of Design. Vous auriez pu rester et travailler dans la pub, le monde de la communication. Mais vous avez fait un autre choix. Ouais. J'ai eu des propositions au terme de ce séjour. J'ai eu pas mal de propositions, notamment à New York et même à San Francisco, dans des agences, parce que moi j'avais une formation de ce qu'on appelle copywriter, c'est le concepteur-rédacteur. Or, dans les agences de publicité, évidemment, le team créatif, qui est composé d'un concepteur-rédacteur et d'un directeur artistique, ce sont les personnes, je dirais, les plus importantes dans une agence de pub, parce que ce sont eux qui créent. Et c'est la création qui fait vendre, c'est la petite idée, c'est le concept. Et donc moi, j'ai été formé pour ce genre de choses, et j'aurais très bien pu, effectivement, travailler en agence publicitaire. Mais j'ai fait le choix de rentrer au Maroc, parce que j'ai comme d'abord un attachement à mon pays, ça il faut le dire, très attaché à mon pays, bien sûr à ma famille, c'est évident. Et puis cette mission que je me suis assignée, qui est celle finalement de partager. Vous n'étiez pas malheureux à New York? Pas du tout. C'était intense, c'était 3 ans intenses. Oui, quand même. Oui. C'est une ville quand même de culture, des théâtres, les expos. Tout. Donc là, c'est avant, c'est un voyage. Alors là, je vais vous dire, je venais d'obtenir mon baccalauréat. D'accord. Je n'avais pas encore 18 ans là. Quand est-ce qu'a commencé à germer l'idée d'écrire un livre? Oui. Alors pas tout de suite. Parce que vous ne vouliez pas écrire. Est-ce que ça trottait dans votre tête déjà, l'écriture, une fois votre doctorat en poche? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, en lien avec votre père, Alors j'avais déjà écrit des articles, de la critique d'art. Mes premiers textes, c'était de la critique d'art. De la critique littéraire, critique d'art. En anglais, en français? En français. J'avais pu... Bon, en anglais dans le cadre académique, universitaire, mais aussi mes premiers textes, en fait, ont été publiés à la Malif. Oui, la Malif, avec la Malif et l'ASS, ça date. J'ai des textes aussi publiés dans l'ASS. Enfin, c'est des titres qui ne disent pas grand-chose aujourd'hui, absolument. À beaucoup de personnes. Voilà. Alors, comme je n'étais pas écrivain, je n'avais pas pris de notes lors de mon séjour. Aucune note. Aujourd'hui, je l'aurais fait. Mais parce que là, j'ai le réflexe de prendre des notes. Mais je n'avais pas pris de notes. Et pourtant, je rentre au Maroc et je dirais à peu près une année après mon retour. Mais j'ai tout qui me revient. C'est absolument incroyable. Je commence à entendre une petite voix. C'est la réalité. Une petite voix. C'est la voix du narrateur. Et ce narrateur qui raconte avec une dose d'humour. Ah, vous entendez une voix? Ah non, il y a des passages que j'ai vraiment écrits sous la dictée, pratiquement, de cette voix. Alors, on va parler, avant de passer à l'objet, de Marocain à New York, que vous publiez en 1998. Il y a une rencontre qui vous avez déjà commencé à écrire, vous étiez à votre 6e chapitre, et qui vous a encouragé, conforté dans l'idée que ce que vous écrivez vaut la peine d'être écrit et puis d'être publié. C'est Khatebi, Ad-Kbir. Khatebi, absolument. Ah oui. Alors là, c'est une rencontre décisive pour vous? C'est une rencontre, en fait, le département de français de l'université Ibn Tufayl, donc à Kenitra,
invité le professeur et l'écrivain, évidemment, Oui. Kibir Khatebi. Et moi, moi, je n'appartenais pas au département de français, mais au département d'anglais. Mais j'avais beaucoup d'amis, évidemment, collègues du département de français. Et puis, ils connaissaient mon intérêt pour Oui. la littérature francophone. Et ils m'ont dit, on reçoit Khatebi, est-ce que tu voudrais te joindre à nous? Alors moi j'avais cours, donc je ne pouvais pas assister à son intervention, mais on m'a invité donc, autour d'une table, c'est encore mieux. Oui. Et j'étais placé à côté de Khatebi. Et Khatebi s'est tourné vers moi, il m'a dit, vous travaillez sur quoi? Alors ça c'est la question Il s'intéresse qu'il beaucoup posait oui, à tout le monde. à tout le monde. Vous travaillez sur quoi? Oui. Il posait toujours cette question. Alors, je lui ai expliqué que j'appartenais au département d'anglais. Ça l'a intéressé d'autant plus, parce qu'il se dit, bon, un angliciste qui s'intéresse. Et je lui dis, voilà, je suis en train d'écrire, j'ai commencé à écrire quelque chose par rapport à mon expérience à New York. Et tout de suite, il me sort sa carte de visite. À l'époque, il était le directeur de l'Institut de recherche scientifique, universitaire de recherche scientifique. Et il me dit, passez me voir demain et ramenez... c'est incroyable, j'avais juste 6 chapitres dans un livre qui en compte une trentaine. Donc c'était rien, je venais de commencer, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Parce qu'à la base, vous vouliez écrire 30 chapitres. Voilà. Finalement, je vais en faire 29. 29, pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Et donc, évidemment, le lendemain, je vais avec mes petits papiers, très intimidé, évidemment, parce que d'abord, ce n'est pas du tout le style de Khatebi. Hein. Un Marocain à New York, c'est assez bon, il y a de l'humour, c'est un peu léger, etc. Bon, je me suis dit... Alors, il lit ça, il me rappelle le lendemain en me disant, encore une fois, venez chez moi dans mon bureau. Moi, j'y vais, évidemment, et il me dit, écoutez, il faut absolument que vous meniez ce projet jusqu'au bout. Oui. Parce que, alors je le cite, hein, il me dit, parce qu'il y a quelque chose de très original dans votre écriture, et vous avez un style qui vous est propre. Oui. Moi, je ne voyais pas tout à fait ce qu'il voulait dire à l'époque. Et après, il n'a cessé de me talonner et de me dire à chaque fois qu'on se retrouve... Où vous en êtes? Où en est le livre? Tout le temps, tout le temps. Et quand le livre est sorti, en mon absence, il a vraiment fait beaucoup de promotion au livre. Oui. C'est des gens qui m'ont rapporté ça. Vous avez fait l'attaché de presse. Voilà. Mais en mon absence. De toute façon, le livre a très très bien marché. Il a rencontré un grand succès à Marocain New York parce que c'était nouveau, parce que c'était différent, parce que c'était... Et puis, il vous a libéré. Parce que après, à Marocain New York, vous n'allez plus vous arrêter. Avant de poursuivre, on va s'arrêter pour une rubrique qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir après l'objet que vous avez ramené avec vous. L'objet. Et Samina Alami, l'objet que vous avez ramené avec vous, est-ce qu'on peut le voir? Oui, absolument. Ah oui, c'est un marque-page. C'est un marque-page. J'imagine que ce n'est pas pour ce marque-page en particulier. Non, oui. Absolument. Je dois en avoir une bonne centaine de marque-pages. J'en ai énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit bout de carton, hein, finalement. Donc la valeur, vous en doutez, elle est beaucoup plus symbolique. Oui. Mais pour moi, le marque-page, c'est un objet absolument magique. Parce que c'est quand même un objet qui va m'attendre patiemment dans un livre. Je pourrais y retourner le jour suivant, mais je pourrais y retourner un mois plus tard. Moi, je suis du genre à ne pas lire un seul livre à la fois. J'en lis plusieurs. C'est pour ça que j'ai besoin de plusieurs marque-pages. Et donc, je retrouve systématiquement ce marque-page qui m'indique finalement la distance parcourue, qui me dit ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu, parce que on peut dire vécu, plus qu'autre chose. Et surtout, il m'indique tout ce qui me reste à découvrir. Alors, après, à Marocain à New York, c'était que l'hors d'œuvre, si on peut parler comme ça. Vous allez publier d'autres, mais qu'est-ce qui vous fait carburer? Parce que depuis, vous allez vraiment carburer, parce que vous allez publier quasiment chaque année un livre, et vous êtes, quand le livre il est en impression, en édition, vous êtes déjà sur le deuxième livre. Qu'est-ce qui vous fait carburer? Alors, je réponds à la dernière question, et puis après, je reviens à la première. La raison pour laquelle j'entame un livre avant d'avoir tout à fait terminé l'autre tient au fait que je cherche à éviter d'avoir le baby blues.
Oui. Bon, les femmes, elles savent ce que c'est que le Oui, baby blues. oui, oui. Quand elles accouchent, bon, voilà, on peut déprimer. Hein. Après, parce qu'on a porté cet enfant, etc., etc. Vous voulez vous détacher. Et c'est la même chose hein, pour ce qui est de l'écriture et la création de façon générale. Donc, pour ne pas tomber dans cette sorte de baby blues un petit peu, je déclenche en quelque sorte un nouveau projet. Vous écrivez beaucoup sur des sujets d'actualité Oui, avec aussi. une autre vision. J'imagine que les idées se bousculent dans votre tête. Parce que vous avez lu pendant des années, vous avez beaucoup emmagasiné. Alors, lu et puis, le cinéma. Lu, Hein, regardé, grand cinéphile. Bien sûr, oui, absolument. Donc, oui, et puis je veux dire, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à observer. C'est absolument extraordinaire, tout ce qu'on peut... Moi, franchement, le problème que j'ai, enfin, si je devais avoir un problème, parce que j'en ai pas, ce serait vraiment le temps. Tout simplement. C'est ça. Moi, je ne suis jamais à court d'idées. C'est la seule limite. Ah, moi, je ne suis pas à court d'idées. Oui. J'ai plus d'idées que je n'ai de temps pour les réaliser et les mettre sur papier. Moi, je voudrais savoir à quel moment, parce que vous parlez de style, vous parlez de désapprendre, que c'est très important de désapprendre. Oui. Mais avant de désapprendre, il faut apprendre. Il ne faut pas désapprendre quand on n'a rien appris. Et donc, pour vous, se désapprendre, à quel moment vous vous êtes dit, j'ai trouvé mon style, mon écriture? Est-ce que c'était à partir d'un Marocain à New York ou bien plus tard? À quel moment vous vous êtes dit... Je sais que c'est assez éclectique, vos écrits, voilà. Mais il y a beaucoup de vous-même, et puis il y a votre empreinte. Mais à quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, je le tiens, mon style, là, c'est moi? Moi, je ne me suis jamais encombré de ces considérations de genre littéraire, de me dire, ça c'est le roman ceci, ça c'est le théâtre, ça c'est de la poésie. On m'a dit, par exemple, en lisant Que ce soit même pas mort, ou parfois aussi C'est beau la guerre, que c'est poétique. Oui. Moi, quand j'écris, je ne me dis pas je verse dans le poétique ou je verse dans ceci ou cela. En fait, moi, j'écris, c'est tout. Comme à aucun moment, je me pose la question de la langue dans laquelle j'écris. Oui. Aucun Mais vous écrivez en français de toute façon, sauf quand il s'agit de travaux académiques. Académiques, voilà. Et une petite exception avec Traqi Ben Nab en Darija. Que j'ai écrit en Darija. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je suis dans l'écriture, c'est tout. Oui, pas... Vous êtes dans l'écriture, mais vous êtes dans l'engagement, parce que les sujets que vous traitez, ce sont des sujets liés à l'actualité et des sujets graves, terrorisme, guerre, immigration clandestine, dictature. Et puis avec les clandestins, il y a eu une consécration, parce que c'était le deuxième livre, Les clandestins. C'est le deuxième. Juste après, Un Marocain à New York, qui est un grand succès, peut-être un succès qu'on va dire là comme ça, pour reprendre les terminologies du cinéma commercial. Absolument. Là, c'est différent parce que vous avez la reconnaissance de vos pairs, parce que vous êtes couronné du prix Grand Atlas en 2001. C'est sur la traversée de 13 immigrants, traversée de la Méditerranée, les bottes pupelles, les pateras, le haraga. Donc, en fait, la genèse, l'idée de ce livre, c'est que je suis tombé sur une coupure de presse. Hein. Oui. Quelqu'un, c'est un journaliste qui relatait justement, entre guillemets, faits divers, qu'on aurait retrouvé des corps au large d'une plage, rejetés donc, par la mer, etc., des corps de clandestins. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le traitement médiatique, le traitement journalistique, parce que le journaliste parlait en données chiffrées. Il disait, on a trouvé tant, si on rajoute ça au nombre de personnes qu'on a repêchées, ça fait tant et tant et tant. Et moi, je me suis dit, mais quand même, derrière ces chiffres, il y a des êtres humains. Il y a des êtres humains, et puis il y a des gens qui les ont perdus, il y a la maman, alors c'est là, des familles je fais parler la maman, je fais parler... c'est ça, parce que le sujet, parce qu'on traite les sujets, maintenant, des sujets, les drames et les morts, comme on parle de la flambée des prix, de la bourse, c'est des chiffres, et ça, on les a complètement banalisés. Moi, franchement, ce que je cherche à faire, c'est de restituer la dimension humaine, qui souvent, pour ne pas dire presque toujours, manque quand même au traitement médiatique, journalistique, etc. En même temps, moi, je comprends le métier du journalisme, parce que dans le journalisme, on est dans l'immédiateté, dans l'instantané. On n'a pas le temps, alors que l'écrivain,
il a le temps de la réflexion, il a le temps... il peut- Mais cela n'excuse pas tout, parce que on est dans une époque où vraiment l'image, l'effet, la course à l'audimat aussi Oui. partout dans le monde, dans les chaînes Tout Info, fait qu'on oublie et qu'on est parfois ravis. Et ils sont ravis quand il y a un drame, quand une guerre éclate, parce qu'il y a un sujet avec lequel on peut tenir des heures d'antenne. Oui. Est-ce que vous faites aussi le procès des médias, de façon générale? Dans mon travail? Oui. Non, je ne fais pas le procès. Bon, ça, je le fais dans mes cours. Hein. Ça, Oui, ça c'est... Enfin, c'est pas que je fais le procès, c'est que j'enseigne à mes étudiants comment, justement, décoder, en quelque sorte, aussi bien le discours que l'imagerie médiatique, pour ne pas se laisser manipuler, tout simplement. Donc oui. Mais dans mes livres, franchement, moi, je dirais plus que je propose une alternative. Oui. C'est pas la seule alternative. Oui, il y en a d'autres. Comme des cinéastes proposent aussi des alternatives. Avec des films ou avec des documentaires. Ou avec... Oui. Donc, vous allez poursuivre. Vous allez... Alors, il y a toujours un côté presque comparément bled. En 2002, ça, vous parlez d'immigration, de la troisième génération d'immigrés, des Marocains en France. Mais il y a un côté... c'est pas documentaire, mais toujours vous allez, comme dans les miniatures, vous nous montrez les petits détails, les individualités, pour toucher en fait Absolument. notre humanité, raviver notre regard. Pour rester sur cette idée de drame humain, si on prend les boat people, même aujourd'hui, alors que moi, mon livre, je l'avais publié en 2000, ça fait quand même un quart de siècle aujourd'hui. Aujourd'hui, alors quand on voit ces bateaux qui arrivent, par exemple, sur les côtes italiennes ou Lampedusa, etc. Et ce on voit souvent comme ça de loin, une masse comme ça, compacte. Mais si on pouvait se rapprocher de chacun, et de chacune de ces personnes, en fait, on prendrait conscience de l'humanité, en fait, du drame. C'est-à-dire c'est un drame humain. Ce n'est pas une question de politique migratoire. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire par là. Et donc c'est pour ça que pour moi, il y a toujours, j'essaie de zoomer en quelque sorte. C'est-à-dire c'est très important d'aller vraiment, et parfois d'aller dans je dirais, l'hyper gros plan. C'est même pas le gros plan, c'est l'hyper gros plan. Parce que parfois un petit quelque chose en dit plus long que de montrer, ou de raconter la vie de quelqu'un, etc., etc. C'est ce que j'ai fait, par exemple, à partir du Drôle de printemps. Drôle de printemps, sur le printemps arabe. Voilà, sur le printemps arabe, sur les révolutions du monde arabe. J'ai longtemps réfléchi avant d'écrire ce livre parce que je voulais absolument trouver la forme qui me semblait la plus pertinente. C'est tous des sujets forts qui ont marqué ces 15 dernières années. Moi-même... Mais vous vous inspirez, vous écrivez quand même. Il y a un peu d'histoire romancée, comme dans votre livre sur l'histoire d'un nomade... Amour nomade. Amour nomade. Oui, absolument. Youssef Ben Tachfine. Donc, mais ça, c'est l'exception à la règle, Eliasmine. Ou bien votre livre intimiste, Même pas mort. Mais la plupart... Et même dans Même pas mort. Oui. Il y a l'histoire nationale. Hein. Exactement, la grande histoire. Et internationale, parce qu'il y a le 11 septembre aussi. Oui. Lorsque je raconte le 11 septembre à mon père qui ne l'a pas connu. C'est vrai. On va regarder 3 photos. Le triptyque, je vous ai demandé de choisir 3 photos. Vous allez me dire pourquoi ces photos et me commenter. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Amine Alami, on va la voir tout de suite s'afficher sur notre écran, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai vue pas mal récemment. Vous ne saviez pas que c'était qu'il s'agissait de mes parents. C'est vos parents. Ce sont mes parents en 1958. La photo est datée. Oui. Je précise que la photo est en noir et blanc. Hein. Elle a été colorisée. Hein. Colorisée, oui. Ah oui. C'est une photo en noir et blanc. Oui, on le voit sur les voitures, c'est flagrant. Ouais.
Colorisé. Alors cette photo... Pour deux raisons. Pourquoi je l'ai choisie? Alors d'abord, il se trouve que je l'ai publiée sur ma page Facebook. Je ne me souviens plus pour quelle raison, honnêtement, je me souviens. Mais bon, j'avais publié cette photo de mes parents. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on la retrouvait très souvent dans d'autres pages Facebook, dans des groupes, dans des sites, etc. etc. Elle revenait sans cesse. Le Maroc d'antan, le Maroc d'antan. Moi, je l'ai vu souvent dans les Maroc d'antan. Et il y avait tout le temps des commentaires par rapport à ce couple. Alors, les gens ignorent l'identité. Parce que c'est un beau couple, très moderne. Ils ne savent pas qui sont ces gens-là. Ma mère, vous savez, elle a 16 ans ici. Ah ouais. Elle a 16 ans. On ne dirait pas, mais elle a 16 ans. Oui, très belle, oui. Et mon père en a 24. Ouais. Donc là, c'est des jeunes mariés. Et c'est l'avenue Mohamed V de Rabat. Et alors, ce qui va se passer, c'est que justement, cette photo devient virale. À tel point qu'un des grands joailliers de la place, je ne vais pas le citer, mais c'est un grand nom de la joaillerie ici, enfin au Maroc et à Rabat en l'occurrence, va reprendre cette photo avec un bijou, un bracelet, je ne sais pas quel est le nom du bracelet, etc. Et moi, je tombe sur cette publicité sur le fil, quoi. Et je me dis, mais oula, mais ce sont mes parents. Et du coup, je me dis, mais mes parents, en fait, sont des influenceurs. Alors, c'est extraordinaire. Oui, à l'insu de leur plein gré. Mais bien sûr, des influenceurs qui vont faire qu'on va aller acheter tel bijou, tel bracelet, etc. etc. Donc, bon, c'est une image quand même qui est assez iconique, je trouve. Bien sûr, le rapport affectif avec votre maman, votre papa. Absolument. Deuxième photo. C'est vous avec le petit violon? Alors c'est moi. Il y a une histoire cette photo, elle a été rognée, c'est-à-dire qu'en fait, en bas, je suis installé je suis debout sur une chaise d'une salle à manger, et sur la photo globale, on voit un gâteau d'anniversaire avec 2 bougies. Là, vous aviez 2 ans. 2 ans. 2 ans. Votre père était un peu musicien à 16 heures. Il jouait du luth, c'est ça? Du luth, mais bon. Vous, comme non. passion. Là, c'est une passion. Là, c'était pour la... Pas du tout. Pas du tout. Non, alors j'imagine que ça devait être le cadeau d'anniversaire. Oui. Il a essayé de vous mettre au violon, mais bon. Comme c'est mon anniversaire. Oui. Et puis regardez un peu les mains. Moi, je vois les mains sur les cordes. On a l'impression que je suis un professionnel. C'est vrai. Et moi, je me dis, ça doit être. Vous avez l'attitude, en tout cas. Mais moi, je pense qu'à 2 ans, il serait difficile de prendre cette attitude. Alors je me dis, c'est mon père qui a dû placer mes doigts. Il a mis en scène la photo, c'est sûr, c'est sûr. Et ce qui m'intéresse dans cette photo, vous savez, c'est quoi? C'est le regard. Non. Alors, c'est le regard. Parce que le regard, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comme... C'est pas le regard d'un enfant de 2 ans, là. D'une part. Et d'autre part, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas dans cette photo. Alors, ce qu'on ne voit pas, parce que ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais « reaction shot ». Vous voyez, vous montrez, par exemple, une scène, on voit ça dans les films d'horreur, etc. On voit l'horreur, en fait, on ne voit pas l'horreur. On la voit dans le regard d'un personnage qu'on montre et qui... C'est ça. Hitchcock a utilise reaction shot. Beaucoup, Et là, pour moi, c'est un reaction shot. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois dans cette photo, parce que c'est mon père qui m'a pris. Vous voyez le regard de moi, je vois mon père qui est en train de me prendre. Ouais. Et le regard ça se voit que je regarde mon père en me disant... Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne pose? Est-ce que c'est ça? Et alors, pourquoi elle m'intéresse cette photo? Parce que 61 ans plus tard, puisque j'avais 2 ans là, 61 ans plus tard, je suis toujours dans la même position. Quand j'écris, quand je crée, je suis toujours en train de me dire... Qu'est-ce qu'il penserait? Que penserait-il? Alors, est-ce que c'est assez bon? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te satisfait? Voilà. Oui, je comprends. Troisième photo, c'est votre père. C'est mon père. Et voilà. Là, c'est vers... J'imagine que c'est vers un peu avant sa mort, quelques années. Un petit peu avant, mais pas beaucoup avant. Pas beaucoup avant. Parce que, il est parti avant l'âge de la retraite. Et la raison pour laquelle j'ai pris cette photo, c'est pas pour montrer mon père, puisqu'on l'a vu plus jeune, mais cette photo en particulier pour 2 raisons. La première, c'est la pose. C'est-à-dire que ce n'est pas un portrait de face, mais on a l'impression qu'en fait, évidemment, c'est juste une impression,
qu'il marche comme ça et que quelqu'un l'interpelle. Ouais. Et qu'il, non, mais avec toute une mise en scène, parce que qu'une photo, une image, ça avait de la valeur à l'époque, parce que c'était... Et moi, j'aime bien ça parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait, même pas mort, quoi. Oui, Là, il est tellement vivant, précisément, parce que ce n'est pas une pose comme ça de face figée, le portrait classique. Oui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qu'on voit peut-être moins, mais je vais vous l'expliquer, c'est la cravate qu'il porte. Parce que cette photo, en plus, ma mère, là, chez elle, c'est le portrait qu'elle a de mon père chez elle. Cette cravate, c'est moi qui la lui ai offerte. D'un voyage, alors je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou ailleurs, mais en tout cas à l'étranger. Et je me souviens que c'est une cravate que je lui avais apportée. D'accord. Et alors pour moi, parce qu'on peut penser que cravate, c'est le nœud, c'est... voilà. Pour moi, ça représente plus le lien, en fait. Et il porte toujours cette cravate, en fait, il porte toujours ce lien. Alors, on va parler il y a d'autres livres. On va s'arrêter sur C'est beau, la guerre, en 2020, pour lequel vous avez eu le prix Orange du livre Afrique. Et aussi, pareil, c'est l'histoire d'un comédien qui est obligé de fuir son pays parce qu'il y a la dictature. C'est un jeu comédien. Il y a la guerre. Il y a la guerre, il y a la guerre et la dictature. Et voilà, et puis pareil, il va tenter l'exil pour tenter sa chance. C'est un livre qui a été salué, primé. Et puis surtout, il va interpréter le rôle des absents. Absolument. C'est ça, en fait, le propos en fait, du livre, c'est que après, quand il va se retrouver dans un camp de réfugiés, il va toutes les femmes qui ont peur on demande à tout le monde, un mari, on demande à tout le monde qu'est-ce que vous faisiez avant. Quand on dit j'étais ceci ou cela, ils les mettent à contribution sauf que lui, il a peur de dire je suis comédien parce qu'on va dire il va nous faire croire ce comédien. Et finalement, il est capable, il trouve une façon de contribuer et une façon non des moindres. C'est incarner le mari que la personne a perdu, le père, les défunts, remplir etc. le vide, la perte. Et à tour de rôle, il va interpréter donc les rôles des absents pour apaiser. Alors, on va regarder une petite vidéo, un extrait de C'est beau la guerre, lu par Sophia Hadi. On a fait une très 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 belle lecture. Et on revient sur le plateau. Magnifique lecture. On regarde. Dieu que c'est beau la guerre vue du ciel. On largue une bombe et on la voit fleurir de poudre de lumière. Jamais un arbre n'aura poussé aussi vite. Jamais ces palmes n'auront eu un tel éclat. Seulement, voilà. Moi, la guerre, je ne l'ai jamais vue d'en haut. Seulement d'en bas. Et chaque arbre de feu, chaque palme qui pousse emportent avec eux une mère, un fils, un mari, un visage, des jambes, un bras. Une maison brûle, 2 maisons brûlent, 3 maisons brûlent, puis le quartier entier, un pays en feu, des forêts, des clairières, des champs, des collines, des montagnes, des parcs, des écoles, des cinémas, des théâtres, des mosquées, des églises, des jardins, des routes, des chemins, des villages, des villes. Ma ville bombardée, détruite, incendiée, rasée. Ma ville atteinte d'une étrange maladie qui, jour après jour, s'en prenait à son corps, l'attaquait et le brûlait jusqu'à n'en laisser que des ruines. Ma ville ne ressemblait plus à ma ville. On aurait dit un château de sable piétiné par... Vous pourrez l'écouter jusqu'à la fin, ça donne envie, ça donne la chair de poule. Moi, je n'ai pas lu le livre, mea culpa, et vous, qu'on vous avez... Non, mais même là... Moi, ça me donne la chair de poule. Mais moi aussi, là, tout de suite. La vérité. Oui. Parce que la façon avec laquelle, avec les tripes, et puis sa lecture, ses silences, elle est magnifique. Parlez-moi de la première fois quand vous l'avez découvert. Il s'est passé quelque chose. Ah oui, complètement.
Parce que moi, j'ai eu l'impression en fait, De découvrir un texte, comme si je ne l'avais jamais écrit. Et il vous a touché, il vous a ému. Non, j'étais très, 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 très ému, très affecté. Et, en fait, grâce à Sophia, j'ai pu, d'une certaine manière, devenir lecteur de mon texte. Parce que, vous savez, quand on écrit un texte, on ne peut pas savoir comment ce texte est perçu, comment il est reçu. Et surtout un texte, bon, évidemment, qui travaille un peu sur l'affect et sur les émotions. Et là, je suis redevenu un lecteur, à 100%. J'étais lecteur, j'étais détaché complètement de ce que j'avais écrit. Et je redevenais soit un spectateur dans une salle de théâtre, soit carrément un lecteur. Et je découvrais le texte et j'étais très, très, très ému. Très ému. Oui. Alors, il y a un projet de livre audio pour d'autres livres. Mais on va parler, avant d'arriver à la fin, des autres, parce que vous n'êtes pas que écrivain, parce que vous êtes un peu touche à tout, vous êtes artiste, vous faites des expos très originales, avec des installations immenses. On va voir une de vos installations. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous avez détourné ces cartes qu'on connaît. Nous, enfin, ce sont des cartes, c'est un jeu de cartes espagnol. Oui, à l'origine. À l'origine, à la base. Ouais. Et puis, parce que vous avez... Voilà. Pourquoi travailler sur des cartes, sur un jeu de cartes? Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise les cartes comme une palette. C'est-à-dire que je n'introduis aucun élément extérieur aux cartes. Oui. On a l'impression... Il n'y a pas un seul élément. Mais... Même là où il y avait ce tricycle, oui. mais le tricycle, c'est avec les pattes du... Voilà, c'est les pattes du cheval. Hein, mais ça interpelle, ça secoue, parce qu'on nous prend à contre-pied, on ne les a jamais vus comme ça, les cartes. C'est ce que vous faites dans vos livres, d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire mon projet, c'est quoi? C'est de faire découvrir ce qu'on sait déjà, ou ce qu'on connaît déjà. C'est ça. C'est rafraîchir d'une certaine manière le regard. De faire regarder autrement ce qu'on croit regarder, que c'est ça, alors qu'il y a autre chose qui se cache, qu'on ne voit pas. Et ça, vous avez utilisé pour Très Benab, ça c'est votre livre On Darija qui a été joué plusieurs représentations. Théâtre de rue. C'est Mohamed Lahsouni avec le Théâtre Nomade, la compagnie du Théâtre Nomade. Ils ont fait, je ne sais pas, une belle tournée. Une dizaine de villes. Hein. Alors, vos dernières publications, il y a Big le Grand. C'est un titre. Bon, c'est ça, c'est un peu, Big le Grand. C'est un peu dans la veine Big Brother, 1984. George Orwell, oui. Bien sûr. Mais c'est aussi dans la veine de l'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez. Je suis un fan. Est-ce que vous pouvez dire que vous aussi, le courant duquel littéraire vous rapprochez le plus, c'est le réalisme magique latino-américain ou Alors ça, pas vraiment Si, moi j'aime beaucoup ça, cette littérature, mais je ne dirais pas que ça s'applique à tous mes livres. En tout cas, si on prend... Big le Grand, oui. Ah oui, Big le Grand, c'est sûr. Et puis Amour nomade aussi. Amour nomade Parce aussi. qu'Amour nomade, on est vraiment dans le réalisme magique. Oui. Vous savez, l'arbre qui est au milieu du patio, qui ne donne jamais les mêmes fruits, etc. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du réalisme. Voilà, exactement. Amour nomade. Qui a aussi été, alors je tiens à le signaler, qui a été aussi adapté par la compagnie Théâtre Nomade. Hein. La Théâtre Nomade, Ils l'ont fait en Darija, le Hub Sayh. Le Hub Sayh. Alors, vous touchez à tout, on a vu. Il n'y a pas que cette expo, il y en a d'autres. J'en ai fait, alors j'ai fait un projet, on va dire, d'art conceptuel à partir d'Amour nomade. Mais je l'ai fait avant même la publication du livre. Donc je l'ai fait avec le texte avant de publier. Et je tenais à le faire avant la publication. Et l'idée, c'est, comme il s'agit de nomadisme, moi je voulais créer un dispositif qui va faire qu'on va expérimenter le nomadisme. On ne va pas uniquement lire une histoire qui traite du nomadisme, mais on va en quelque sorte faire l'expérience du nomadisme. Et donc, j'ai installé, entre guillemets, comme une installation, j'ai installé le texte, donc tout le roman, dans l'espace urbain.
donc à l'échelle d'une ville, plusieurs stations. Oui. Et donc, on peut imaginer qu'ici, dans ce studio, on a l'ouverture du roman. Oui. Et après, vous avez l'adresse du chapitre suivant. Pour aller... mais vous ne... Évidemment, j'ai essayé de faire ça, par exemple, quand je l'ai fait à Cologne, c'était juste le centre-ville. Je tenais absolument à ce que les gens puissent le faire à pied. Oui. Et voilà. Donc, et du coup, l'idée, c'est que, comme le nomade, c'est-à-dire plus vous acceptez d'aller de l'avant, de progresser dans l'espace, et plus vous avez de chances de survivre. Et plus mon texte et mes personnages et mon livre a des chances de survivre. Et en même temps, je les fais balader. Donc tout le roman est devenu nomade, et il est allé de Copenhague à Rotterdam, à Cologne, voilà. Donc c'était ça le... Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, votre dernière publication, c'est une adaptation de Drôle de printemps. Alors, c'est Drôle de révolution, en bande dessinée en collaboration avec le dessinateur Yassine Hajjami. Yassine Hajjami. Alors, voilà, on voit la couverture. Et bien sûr, il n'y a pas l'intégralité du livre, parce que ça ne peut pas tenir. On devait adapter en format bande dessinée. Oui, il y a à peu près, je crois, 16-17 personnages ici. Le livre, c'est 330. 330. Et il s'adapte bien au format bande dessinée. Ah oui, parfaitement. Bon, ça, c'est Yassine qui m'a dit qu'effectivement, parce que moi, je l'ai sollicité et on aurait pu travailler sur une adaptation d'un autre de mes livres, mais quand je lui ai envoyé le Drôle de printemps... Il vous a dit, c'est celui-là. Ah, il m'a dit ça, il le voyait tout de suite en... Alors, dans ce livre, vous bouclez la boucle parce que là, vous faites le lien entre votre travail académique, qui est le lien entre les mots et les images, et votre... Absolument. Alors qu'avant, c'est assez cloisonné, mais là... Oui, moi, j'ai toujours eu un intérêt, évidemment, pour l'image et le cinéma. Et puis la BD, c'est pas très loin du cinéma. Oui. On est vraiment dans le découpage, le montage. Donc, c'est vrai que le scénario aussi. Le scénario on aussi. est vraiment dans le... Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, malheureusement, qu'on n'a pas pu dire. On va passer au chef-d'œuvre et on va découvrir votre chef-d'œuvre. Votre chef-d'œuvre, on va le découvrir. J'étais pas étonnée de découvrir ce chef-d'œuvre, La trahison des images de René Magritte. Je vais vous demander quand même pourquoi. Oui. Alors évidemment, quand vous m'avez demandé de choisir un chef-d'œuvre, j'aurais pu en choisir tellement. Oui. Que ce soit dans des films ou de la littérature. De la littérature. Oui. Enfin bon, il fallait en choisir un, mais celui-ci me semble vraiment très, très important, enfin pour différentes raisons. Alors évidemment, c'est, comme vous dites, la trahison des images, et puis voilà, le titre en dit long. Hein. Beaucoup de gens pensent que le titre, c'est « Ceci n'est pas une pipe », mais ce n'est pas le titre. Hein, non, c'est la trahison des images. C'est la trahison des images. Effectivement, parce que quand on voit cette représentation, on sait évidemment que René Magritte, peintre belge, ça c'est une œuvre de 1929, il appartient évidemment au mouvement surréaliste. Et on voit et on se dit, c'est hyper réaliste même. C'est vraiment une représentation réaliste d'une pipe. Et le problème, c'est qu'il a peint, je dis bien peint et non pas écrit, ceci n'est pas une pipe. Donc ça fait partie de sa peinture, le texte. Et le message est en contradiction évidemment avec ce qu'on voit. Alors, mais est-il vraiment en contradiction ? Pas vraiment. Non, c'est la représentation d'une pipe. Parce que quand on a posé la question à Magritte, on lui a dit mais comment on voit une pipe et vous mettez que c'est pas une pipe ? Il dit vous savez, si j'avais écrit ceci est une pipe, vous me l'auriez reproché. Parce que vous m'auriez dit comment peut-on fumer ? On ne peut pas mettre comment peut-on bourrer du tabac, bourrer cette pipe ? Et en fait, c'est toute l'idée. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui nous dit dès 1929 que, en fait, quelle que soit l'œuvre, la peinture, même le texte, le livre, il est question de représentation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette œuvre, aujourd'hui, justement, avec cette prolifération d'images, et puis les gens nous sommes exposés à des images à longueur de journée, etc., il faut vraiment bien saisir le message ici, à savoir que ce qu'on voit, c'est une représentation. Ce n'est pas la chose. Quand on voit une personne, c'est la représentation de cette personne. Quand bien même ce serait un selfie. Un selfie, donc c'est nous-mêmes qui produisons une image de nous-mêmes,
Il s'agit toujours de représentation. Et Se méfier des images. Voilà. Les images nous trahissent et nous trompent. Il faut Absolument. voir au-delà et bien ouvrir les yeux. Et nous manipulent. Nous manipulent et se rafraîchir le regard et changer de perception et de prisme. Absolument. Merci beaucoup, Youssouf Amin Almi. C'était un Merci à plaisir vous. de vous recevoir. J'espère vous recevoir. J'imagine que ce sera fait bientôt pour votre nouveau livre. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. vous remercie. Merci. Madame, monsieur, Merci. merci beaucoup de nous avoir suivis. Ensuite, des programmes sur le Média TV. Très belle soirée.